On va passer à la session suivante, qui est une présentation d'expérimentation locale pour la prise en charge des maladies rares. On avait lancé donc un appel à communication au moment de l'inscription pour présenter ce qui pouvait se faire d'innovant, de transférable sur les maladies rares à l'échelle de la région. Donc on a sélectionné donc ces expérimentations-ci. Donc la première qui est une présentation par le professeur Nicolas Lévy. La deuxième, Florence Roy-Baconnet, ne pourra pas être là, donc elle s'excuse. Ensuite, une présentation par monsieur Verniette sur le référent parcours santé à la FM Téléthon. Et enfin, une présentation du programme d'ETP du docteur Albarel et quelle est la spécificité encore de la maladie rare dans un programme ETP. Donc, je laisse la parole au professeur Nicolas Lévy. Voilà. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Donc c'est un plaisir d'être ici à la fois au Conseil régional et lors de cette journée dédiée aux maladies rares à Marseille. Donc je vais effectivement vous parler, c'est pas forcément s'il y a une partie qui est une expérience, une partie qui est effectivement une expérience que nous avons montée avec le professeur Pascal Auquier, avec lequel nous co-coordonnons cette fédération hospitalo-universitaire qui s'appelle la fédération Marche, pour maladies rares et chroniques survenant dans l'enfance et dans l'adolescence. Et puis, je vais glisser doucement vers le projet d'institut que je porte, qui est le projet d'institut GIPTIS, entièrement dédié effectivement aux maladies génétiques, maladies rares, et qui verra le jour à Marseille aux alentours de 2020. Donc la fédération hospitalo-universitaire que nous avons montée avec Pascal Auquier a une ambition qui est vraiment la prise en compte en particulier des besoins médicaux non couverts dans le contexte des maladies rares chroniques, afin d'impacter la transition enfant-adulte, d'améliorer les soins et encourager le développement de thérapies, d'améliorer bien sûr la qualité de vie. Ce sont des données souvent de qualité de vie, des données en sciences humaines et sociales que l'on a peu l'habitude de collecter dans nos organisations, peu ou pas d'ailleurs parfois, et puis des données de durée de vie. Les objectifs sont donc le meilleur accompagnement et la meilleure organisation de la recherche transnationnelle avec une vraie ambition de développement thérapeutique, meilleure prise en charge et amélioration, harmonisation des soins et amélioration du parcours des patients et des familles. Alors je vais passer rapidement simplement pour dire que cette fédération hospitalo-universitaire, on l'a voulu peut-être pas exhaustive en termes de typologie d'équipes et de nombre d'équipes qui sont sur notre territoire, aussi bien en sciences biomédicales qu'en sciences humaines et sociales, que sur les aspects purement médicaux lorsqu'on n'est pas dans un cadre pur de recherche. Mais en tout cas, c'est quasi exhaustif et nous avons donc rassembler à la fois l'ensemble des centres de référence, l'ensemble des centres de compétences, et je ne vais pas les citer, l'ensemble des équipes de recherche académique, comme je l'ai dit, en sciences humaines et sociales, les aspects de plateformes et d'outils technologiques associés, et puis bien sûr tout ce qui est les acteurs qui sont les acteurs de l'enseignement dans le domaine. On a plusieurs masters en pathologie humaine avec une mention spéciale en génétique, un master de santé publique, un DIU maladies rares évidemment, qui est co-coordonné avec le professeur Eric Achula à Lille et moi-même. Alors, les partenaires de cette fédération hospitalo-universitaire, ce sont des partenaires qui sont multiples, évidemment, puisqu'il y a à la fois les institutionnels. Alors, la fédération a été labellisée en tant que telle, à la fois par l'Université d'Aix-Marseille, mais aussi par Avisson, et elle est financée par l'Université d'Aix-Marseille, et notamment par la Fondation Amidex. Donc c'est l'Université d'Aix-Marseille, l'INSERM, le CNRS et l'assistance publique qui composent les institutionnels. Pas mal de partenaires industriels, et là je n'aurai pas le temps malheureusement de détailler ce qu'ils ont pu nous apporter, mais un certain nombre de financements dédiés à des projets grâce auxquels on a pu mettre en place des partenariats avec ces industriels ont été financés dans le cadre de cette fédération hospitalo-universitaire. Et puis un rôle très fort et un impact très fort des associations de malades, la FM Téléthon, Eurordis, l'Alliance Maladies Rares en particulier. Alors l'organisation de cette fédération, de cette AFHU, elle repose en fait sur un certain nombre de work packages et notamment dédiés aux plateformes technologiques, aux bases de données et aux cohortes. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est tout ce qui est promotion des sciences humaines et sociales et de l'épidémiologie. Chaque work package étant coordonné par des spécialistes, par 2 spécialistes en réalité du sujet. Le troisième work package consiste en fait à être en capacité d'identifier des populations pour les essais thérapeutiques basées sur les données de biologie et les données de génétique.
Le quatrième, c'est vraiment toute la recherche préclinique, c'est-à-dire à la fois l'identification, le listing, l'identification et l'accompagnement des preuves de concept thérapeutique. Et puis, bien évidemment, nous avons un rôle qui est un rôle de valorisation, de transfert de technologie et de dissémination, dont on essaie de s'occuper le plus activement possible, puisque c'est ce qui crée finalement de la valeur et c'est ce qui crée de la richesse et de la capacité, évidemment, à transformer une preuve de principe en essai thérapeutique et plus tard, on l'espère, en médicaments. Alors, pour que cette fédération hospitalo-universitaire fonctionne, nous avons pris en quelque sorte des modèles. Et les modèles que nous avons choisis, on les a sélectionnés comme des modèles un peu pilotes, à la fois pour le niveau d'expertise dans la prise en charge des malades, l'existence d'outils de recueil des données structurées, et puis les équipes de recherche, là aussi extrêmement structurées, qui travaillent sur ces pathologies. Donc on a choisi les pathologies hématologiques, aussi bien les thalassémies avec le centre de référence que les pathologies plaquettaires. Le centre de référence des maladies neuromusculaires, et bien évidemment, ce n'est pas Jean Pouget qui me contredira ici lorsque je parle à la fois de niveau d'expertise, d'existence d'outils et d'équipes de recherche. Et puis le centre de référence des maladies métaboliques, donc dirigé par Brigitte Chabrol. Et il ne vous aura pas échappé que pour 2 de ces axes, évidemment, les filières correspondantes sont des filières qui sont coordonnées, qui ont une coordination marseillaise. Alors, les bénéfices collectifs de cette fédération, c'est la mise en avant des activités de l'ensemble des acteurs hospitalo-universitaires dans le domaine des maladies rares et chroniques, à la fois en direction de nos tutelles, mais aussi et surtout, évidemment, en direction des malades. Ce sont des opportunités nouvelles de réponse à des appels d'offres. Je vais juste en dire un tout petit mot après. Appels d'offres régionaux, nationaux, européens en particulier, et notamment ceux qui ont été uniquement ouverts aux structures labellisées DHU, FHU. C'est la valorisation du travail de la recherche clinique, notamment ce travail constitué par la collecte des données de santé et la création d'outils facilitants. Je n'ai pas le temps de le détailler aujourd'hui, mais c'est quelque chose que l'on mène depuis le début de la création de cette fédération, et on le mène évidemment en lien avec l'ensemble des structures nationales qui apportent des éléments extrêmement contributeurs à ce sujet-là, et je pense en particulier à la Banque nationale de données maladies rares. Et puis des opportunités de collaboration nouvelles et d'accélération de développement thérapeutique. C'est juste un listing, mais je ne vais pas le détailler, pour dire que dans le cadre de la FHU, nous avons effectivement incité et nous avons développé et nous avons déposé un certain nombre de projets. Alors certains sont en cours d'études, d'autres ont été refusés et d'autres ont été retenus. Et donc c'était une belle opportunité. Alors cette fédération hospitalo-universitaire, il faut la voir en réalité, enfin, un de ces aspects, en tout cas, un de ces grands aspects, peut être vu comme ce que devrait être une coordination régionale, locale, régionale, dans le domaine des maladies rares, hors mur. Mais en réalité, lorsqu'on veut avoir une véritable efficience pour la prise en charge des malades, pour une recherche transactionnelle de qualité, pour un accompagnement des patients à chaque instant de leur parcours de soins, de leur parcours de vie, lorsqu'on veut avoir du développement thérapeutique, vraiment une vraie focalisation sur du développement thérapeutique. À un moment donné, il faut que cette organisation, elle se fédère, bien évidemment, mais qu'elle soit également en lien avec une structure qui est une structure physique. Et cette structure physique, en fait, c'est ce qu'on a voulu mettre en place dans le cadre du projet d'un institut qui sera très certainement le plus grand institut euro-méditerranéen de lutte contre les maladies génétiques, qui est l'institut GIPTIS, donc, qui verra le jour à Marseille en 2020. Cet institut GIPTIS, il va avoir pour objectif, évidemment, pour ambition, d'accélérer le développement thérapeutique dédié aux maladies rares, aux maladies génétiques et aux maladies rares. Donc l'idée est partie, évidemment, d'un constat, c'est-à-dire la nécessité de réinventer un modèle, notamment le modèle qui existe aujourd'hui dans le contexte de la prise en charge des maladies rares. Ce constat, on l'avait fait en particulier avec Céline Hubert à l'époque où on dirigeait la Fondation Maladies Rares. Et c'était vraiment le constat de souvent une organisation et un raisonnement en silo. Et cette organisation en silo, fût-elle d'excellence en matière de soins et de recherche, n'est pas entièrement satisfaisante, loin de là. En particulier là où certains métiers, indispensables au développement thérapeutique notamment, mais pas que, nécessitent d'être recrutés et mis en phase et en ligne avec l'ensemble des besoins correspondant aux besoins des patients. Donc l'idée, c'est de changer l'organisation, d'associer des acteurs publics comme les acteurs privés, mieux collaborer, plus vite, avec toujours en ligne de mire l'idée que l'on peut accélérer ce temps de passage entre une preuve de principe thérapeutique basée sur un modèle, l'exploration d'un modèle cellulaire ou d'un modèle vivant,
vers une preuve de principe, vers un développement thérapeutique via une phase précoce d'essai clinique jusqu'à la mise sur le marché d'un médicament. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est moins de 10% des preuves de concept thérapeutiques qui sont transformées, traduites en médicaments, ou qui vont en tout cas accéder à un moment donné, y compris dans le cadre d'une étude clinique, à un patient. Et puis le temps de développement, bien évidemment, il est toujours extrêmement long. Alors, le constat, il est également basé sur 3 révolutions qui sont, ça ne vous aura pas échappé, en marche. Une révolution des connaissances dans le domaine des sciences du vivant, je ne vais pas les détailler, une révolution sociale et sociétale, et une révolution technologique, évidemment, et je ne vais pas vous parler non plus du saut spatio-temporel que l'on vit aujourd'hui, notamment dans le décryptage des génomes et la capacité à séquencer des génomes de patients, comme on n'aurait pas pu imaginer le faire il y a seulement 10 ans en arrière. Je vais passer rapidement là-dessus parce que je pense que vous avez dû en discuter déjà depuis le début de la matinée. Simplement pour dire que, indépendamment du fait que ce sont des millions de malades qui sont en attente de traitement, on a pu vraiment mobiliser les pouvoirs publics à Marseille et dans la région, et puis évidemment également au niveau national, pour que cet institut puisse se créer. Les industriels du médicament, là aussi, qui investissent fortement dans le domaine de la recherche et du développement, soutiennent le projet, de même que, je l'ai dit, les associations de malades. Et c'est vrai qu'avec l'ensemble des centres de référence, des centres de compétences, des industriels du médicament, des start-up qui sont créés dans la région, et des différents métiers, et l'excellence existante à Marseille, fait que Marseille nous semble être un terreau extrêmement fertile d'excellence pour un institut comme celui-ci. Alors, quelques messages clés. Évidemment, que vous connaissez certainement, les maladies rares comme modèle de développement thérapeutique pour des maladies communes. Les maladies rares, de mon point de vue, et je peux le défendre, sont le plus grand potentiel d'innovation en sciences biomédicales et en particulier d'innovation thérapeutique, tout simplement parce que lorsqu'on parle d'un champ de pathologie pour lequel il y a 3 millions de malades sur notre territoire et pour lequel seulement, moins de 5% de traitements sont aujourd'hui disponibles pour des patients, il suffit de le constater pour se dire que c'est probablement le plus grand potentiel d'innovation en sciences biomédicales. Elles ont en revanche une nécessité, c'est d'être structurées et d'organiser les données de même que les échantillons biologiques, mieux que l'on a su le faire par le passé. Mais ce sont des choses effectivement que l'on peut mettre en place de façon rapide et efficace. Et puis, j'ai dit tout à l'heure que moins de 10% des preuves conduisaient à un essai clinique. Donc l'idée de Gyptis, c'est vraiment d'essayer, sans aucune flagornerie de ma part, c'est vraiment d'essayer de repenser ou de réinventer le modèle d'une organisation en santé et en recherche en plaçant les patients au cœur du système. Au cœur du système et au cœur d'une boucle translationnelle, donc partant des patients, revenant aux patients, via toutes les activités de soins, de prise en charge, de diagnostic, d'histoire naturelle, d'études de l'histoire naturelle des maladies, mais aussi tous les aspects de développement de la recherche basés sur la physiopathologie explorée, basés sur les différents modèles, jusqu'à identifier des preuves de principe et aller vers du développement thérapeutique très accéléré. Tout ceci ne peut se faire que dans un contexte de coopération publique-privée, et c'est une coopération publique-privée, je pense, sans précédent que nous avons mis en place. Alors, c'est cette boucle que je viens de vous décrire, avec les objectifs suivants qui sont de réduire l'errance diagnostique, d'améliorer la prise en charge globale des malades, et puis de réduire le temps de mise au point des médicaments. Ce modèle d'organisation, il est créé aujourd'hui grâce et avec l'ensemble des acteurs du soin et de la recherche, c'est-à-dire notre université de tutelle, l'INSERM, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, association de malades, l'Institut de recherche et de développement, que je ne voudrais certainement pas oublier non plus, l'AFM Téléthon comme association de malades principale, et puis il est soutenu par les acteurs maladies rares au niveau national, que ce soit l'Alliance Maladies Rares ou la Fondation Maladies Rares. Alors je ne pouvais pas évidemment présenter ça aujourd'hui devant au conseil régional sans dire que le président qui avait été élu et qui a aujourd'hui quitté récemment la présidence de la région, a fait partie de nos plus grands soutiens, et la région continue à faire partie de nos plus grands soutiens, puisque Gyptis est identifié comme une des 12 opérations d'intérêt régional à financer en priorité sur notre territoire. Et puis ce projet donc territorial, il est évidemment attendu et soutenu, que ce soit par l'ensemble des collectivités locales et territoriales, la ville de Marseille, la métropole, le département, la région que je viens de mentionner, mais aussi l'État. Nous travaillons en très étroite relation avec la préfecture notamment, représentation de l'État français en région, et puis d'autres acteurs extrêmement importants du tissu économique, en particulier la Caisse des dépôts, la Chambre de commerce et l'Union pour les entreprises à Marseille, qui nous fait l'honneur d'être présente, comme la Chambre de commerce, à nos côtés depuis le début, et le pôle de compétitivité Eurobiomed également. Donc l'ambition de Gyptis, c'est de modifier en profondeur les conditions d'accueil et le parcours de soins des personnes malades, de promouvoir le meilleur de l'innovation et l'excellence médicale, d'accélérer le développement thérapeutique, je l'ai dit, mais j'insiste vraiment là-dessus, c'est l'ambition première
de cet institut GIPTIS, c'est de pouvoir faire en sorte, avec des indicateurs mesurables, que l'on accélère la mise au point de médicaments et qu'on accélère leur disponibilité et leur accessibilité pour les malades. C'est l'ambition première, et cette ambition, elle ne sera jamais diminuée, jamais réduite, jamais galvaudée. C'est d'accueillir les entreprises sur le site et les intégrer de façon indispensable, très en amont et au cœur de nos programmes de recherche, pour travailler mieux et ensemble, tirer les enseignements des maladies rares pour les maladies plus communes, et puis faire en sorte que cet institut serve l'ensemble des malades qui sont les malades qui viennent des pays de la Méditerranée où la consanguinité est malheureusement très forte, et que nous puissions dupliquer le modèle, non pas l'institut en tant que bâtiment, mais le modèle de fonctionnement au sein des pays de la Méditerranée dans lesquels il y a le plus de besoins, et en se basant sur des projets qui sont déjà financés en partenariat avec nos équipes de recherche et nos équipes de soins. Et puis, dernier point d'ambition, évidemment, des retombées économiques et créer de l'emploi, puisque c'est aussi là-dessus qu'on a basé l'ensemble du modèle économique pour faire tourner cet institut. Alors, GIPTIS, ce sera 22 000 m², un bâtiment de 22 000 m², avec des modalités d'accueil des malades profondément remaniées. Si on veut prendre en charge dans un parcours de soins, améliorer les patients, il faut aussi repenser les conditions d'accueil qui ne sont pas toujours optimales. Et je vais en terminer rapidement pour dire qu'avec 30 équipes de recherche sur site, dont plus de 20 équipes accueillies à l'international et 12 entreprises privées sur site également connectées au programme de recherche, plus les centres de ressources technologiques de pointe, les services de support et d'accompagnement de la recherche, je pense qu'on est en train de créer à Marseille, on a la capacité à créer à Marseille en tout cas, un institut assez unique dans son genre. Voilà, je vais m'arrêter là en disant qu'il y a beaucoup de retombées attendues scientifiques et médicales, territoriales et nationales, économiques, en matière d'attractivité, en matière de création d'emplois, je l'ai dit, et je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir entendu les quelques mots sur la FHU et sur GIPTIS. Merci beaucoup. Merci. Si vous voulez en savoir plus, il y a un poster qui est juste à l'entrée, un kakémono, pardon, sur la FHU, et puis le professeur Lévy à la pause déjeuner. J'ai demandé, s'il vous plaît, à Monsieur Verniette de venir nous présenter ce que la FM Téléthon a mis en place pour justement fluidifier le parcours de soins. Bonjour, Jean Verniette. J'ai une formation d'ergothérapeute et j'exerce à l'AFM depuis 25 ans. J'ai exercé 5 ans comme référent parcours de santé et je suis directeur du service régional Provence. Alors, qu'a fait l'AFM Téléthon? En fait, dès le premier Téléthon en 87, cette association de malades s'est dit comment on va faire pour aider les familles. Et dès les premiers Téléthons, l'idée, ça a été de faire un référent parcours de santé qu'on appelait technicien d'insertion. Mais l'idée, c'était qu'il y ait une personne référente qui soit le lien entre les personnes qui avaient des difficultés et tous les réseaux. Donc, cet accompagnement global des malades et de leur entourage, il a été fait dès le début, puisque les équipes des référents parcours de santé dans les services régionaux, c'est des professionnels, soit de formation ergothérapeute, kiné, assistants sociaux, mais qui prennent tous le même titre et qui ont la même formation pour devenir une espèce de référent polyvalent qui va pouvoir répondre avec les personnes à tout ce qui concerne leur situation de handicap. Référent parcours santé à l'AFM, Anne s'occupe d'une 50aine de familles. Mon rôle est d'accompagner les personnes malades dans les difficultés liées à leur maladie neuromusculaire et qu'ils puissent mener une vie la plus ordinaire possible. Aujourd'hui, Anne a rendez-vous avec la maman de Romain pour faire un point sur la prochaine rentrée scolaire. Bonjour. Salut Romain, comment tu vas? Bien. Super bien. J'ai vu le directeur de l'école primaire suite à l'équipe de suivi de scolarité que l'on a faite. Il est tout à fait au courant que Romain va en CP l'année prochaine. Il y a une classe en rez-de-chaussée qui est prévue, c'est le CP. Et la question qui reste, ce sera encore l'accès à l'école. Par quelle porte il va passer. D'accord. Globalement, c'est très positif. On peut aller montrer ton lit à Anne? T'es un pilote de course? Eh oui. Ben oui. Waouh. T'arrives à le commander toi? Comme ça, tu te mets comme tu veux? C'est mieux? C'est beaucoup mieux. Le lit médicalisé nous rend beaucoup service. Et puis, comme j'avais pas envie d'avoir l'hôpital à la maison, C'est on splendide. l'a aménagé avec le tour de lit
Voiture. Anne m'a aidée à devenir plus autonome dans ma vie quotidienne, mais non, je ne pourrais pas me passer d'elle parce que Romain grandit, ses besoins évoluent et qu'elle pense à des choses que moi je n'ai pas encore conscience et qu'elle est là pour me guider et me mettre sur la bonne voie. Merci encore, merci pour tout. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir Romain. Elle se rend maintenant chez Antoine, qu'elle suit depuis 6 ans. Bonjour. Ça va? On va essayer le fauteuil? Elle va l'aider à finaliser l'achat d'un nouveau fauteuil avec le revendeur médical. Donc ça, c'est le dernier fauteuil. C'est celui qui devrait aller, qui correspond à ce que tu avais demandé. Oui. Voilà. C'est bon? Voilà, c'est bon. Tu retrouves des points d'appui, des positions? Oui. On va dehors? Tu vas l'essayer dehors? Vas-y, on essaye. Tout doucement. Allez, ça passe. C'est bon. Et tu vois, avec ces moteurs-là, ça te permet de passer souple. Alors Antoine, tu vois la différence par rapport à l'autre fauteuil qu'on avait essayé le mois dernier? Il est plus puissant en fait, oui, c'est ça? Plus puissant, plus confortable, mieux que l'autre déjà. Anne ne décide pas pour les patients. Son rôle est d'être un petit peu juge de l'adéquation du fauteuil par rapport à l'utilisation qu'en fait Antoine. Elle retrouve Antoine à l'hôpital pour valider le choix du fauteuil avec la spécialiste en médecine physique et de réadaptation. Donc on repartirait là sur un fauteuil avec repose-jambes électrique, avec lift. Oui. Le lift, il vous aide pour le... Oui. C'est pour le transfert? Pour le transfert, pour s'allonger un peu sur le fauteuil aussi. Vous résistez contre moi? Ok. Donc effectivement, il y a une atteinte axiale, mais vous tenez contre une petite résistance. Ok. Le référent parcours santé a un rôle primordial là dans cet essai. Faire le lien effectivement entre le travail qui a été fait au domicile et la prescription qu'on fait aujourd'hui. Et pour moi, c'est essentiel d'avoir ces éléments-là avant de finaliser la prescription. Donc Antoine, je fais l'ordonnance pour ce fauteuil électrique. Au revoir Anne, à bientôt. Au revoir, merci. Alors, passez. La journée d'Anne est encore longue. D'autres malades comptent sur elle pour améliorer leur quotidien. Voilà, donc vous voyez, ça se passe à Marseille, c'est pour de vrai, hein. Même si c'est passé pendant le Téléthon. Donc c'est quelqu'un de l'équipe pour montrer. Donc effectivement, si vous voulez, nous on a... Là ensuite, il y a cette petite... on avait fait cette petite chose, mais je trouve que le petit dessin qu'on nous a montré plusieurs fois est bien mieux fait que ça, mais ça veut dire la même chose. Donc le référent parcours santé là qu'on voit, en fait, il va s'appuyer et il va discuter autour de la personne concernée, mais lui, il va être en lien avec tout le réseau. Donc on doit apprendre ce que fait la MSA, comment travaillent les kinés, tout le fonctionnement de la MDPH et tous les... Voilà, donc c'est tout on avait mis un petit peu ce que les personnes vont rencontrer comme partenaires dans leur parcours de santé. Et le référent parcours de santé va essayer de faire le lien entre la personne et tous ces organismes ou tous ces professionnels. Alors nous, dans l'équipe en Provence, on est 6 référents parcours de santé, un directeur et une assistante. On va dire qu'on a deux énormes points d'ancrage qui sont le centre de référence des maladies neuromusculaires, puisqu'on travaille dans les consultations avec eux. Enfin, on est dans les consultations, mais un petit peu à côté, pour que les gens puissent avoir de l'information. Si les gens ne connaissent pas l'association, ils puissent leur présenter l'association et donner de l'information. Et si plus, on fait un accompagnement qui est un accompagnement de 0 à 80 jusqu'à la mort. Sachant qu'il y a des pathologies où les gens vivent de plus en plus vieux, même avec des myopathies. Et on a aussi passé des conventions avec les MDPH des départements dans lesquels on travaille, surtout avec les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, où effectivement la MDPH nous confie l'évaluation au domicile. Et donc les évaluations, c'est l'équipe de l'AFM qui les fait au domicile et qui est en lien avec les équipes techniques pour que ces évaluations soient prises en compte. Donc voilà, c'est cette idée-là. Alors, l'idée, c'est qu'est-ce que ça va devenir pour tout le monde. Donc là, actuellement, on sait que le gros travail qui se fait, c'est de travailler sur l'autonomie en santé. Les ARS
travaille vraiment à cette idée-là de développer l'autonomie en santé. Donc nous, sur PACA, c'est plus de 2000 malades rencontrés en PACA. Il faut savoir qu'une équipe de 8 personnes, on suit plus de 330 malades en file active. Donc chaque référent parcours santé suit environ 40 personnes en continu. On a travaillé aussi pas mal en 2016 avec les plateformes territoriales d'appui. Et avec l'ARS PACA, on essaye de développer de plus en plus ce partenariat avec les plateformes territoriales d'appui. Bien évidemment, on travaille avec l'équipe relais handicap rare. Voilà. Alors, l'idée de l'association, puisque c'est quand même financé essentiellement sur les fonds du Téléthon, même si le conseil départemental du TRED nous aide un petit peu, l'idée de l'association, c'était comment faire pour que ce référent parcours de santé puisse profiter à tous. Donc on a utilisé l'article 92 de la loi de modernisation de notre système de santé. On a répondu aux appels à projets sur les expérimentations des projets pilotes innovants, reproductibles, donc pour permettre aux personnes malades en situation de handicap ou à risque de développer une maladie chronique de disposer d'informations, de conseils, de soutien et de formation leur permettant de maintenir ou d'accroître leur autonomie, de participer à l'élaboration du parcours de santé les concernant et de faire valoir leurs droits et de développer leur projet de vie. Donc on a postulé sur 4 services régionaux. Il y a 2 services de l'AFM qui ont été retenus, la Normandie et la Réunion. Voilà, ces projets, c'est sur 5 ans et on espère que dans 5 ans, l'évaluation sera très positive et que ça puisse bénéficier à tout le monde. Merci. Merci. J'appelle maintenant le docteur Albarel pour nous parler donc des spécificités des maladies rares dans un programme d'éducation thérapeutique du patient. Je remets. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à remercier les organisateurs de cette journée de me permettre aujourd'hui de vous parler de l'éducation thérapeutique dans les maladies rares et surtout de quelles spécificités on peut avoir dans ces conditions de maladies rares. Donc, je suis médecin dans le centre de référence du professeur Bru, qui est le centre de référence maladies rares d'origine hypophysaire. Donc là, je voulais détailler, qui s'appelait initialement DEFI pour déficit hypophysaire, qui a été labellisé en 2006, qui a été renouvelé donc, cette année, et qui est maintenant centre coordinateur avec un certain nombre de sites constitutifs répartis sur la France. Alors, ce centre coordinateur se répartit en une partie pédiatrique, qui est à la Timone enfant, et une partie qui est maintenant à la conception, qui est l'endocrinologie adulte. Alors, depuis un certain nombre d'années, comme vous le saviez, nous avions dans les missions, entre guillemets, des centres de référence d'assurer l'animation au sein de nos centres. Nous avions mis en place des réunions avec nos patients porteurs de pathologies hypophysaires. Donc l'hypophyse, je ne vais pas revenir dessus parce que ce n'est pas du tout le thème d'aujourd'hui. Hein. C'est une glande qui est le chef d'orchestre en fait, de tous les glandes de notre corps. Voilà, donc sur ces thèmes-là, on avait mis en place des outils à destination des patients, des livrets, des affiches, de l'éducation à certaines auto-injections que les patients doivent se faire dans le cadre de leur pathologie hypophysaire. Et nous avions mis en place un certain réseau avec les associations qui sont en charge des maladies, enfin qui ont des patients au sein des associations qui ont des pathologies hypophysaires. Donc on a l'association surrénale qui a des déficits au niveau corticotrope, Asimcal qui est au sein du syndrome de McCune-Albright, dont s'occupe Asimcal, a des pathologies hypophysaires. On a une association qui réunit des patients acromégales qui ont des pathologies de l'hypophyse qui fabrique trop d'hormones de croissance. L'association française diabète insipide, l'association à côté qui est l'association Grandir et l'association crânio-pharyngiome solidarité. Donc vous voyez, on avait un certain nombre d'associations de patients avec lesquels nous avions des contacts réguliers dans le cadre des pathologies hypophysaires. Donc on s'est dit qu'il était temps de créer un programme d'éducation thérapeutique comme on en voyait dans les pathologies un petit peu plus fréquentes. Nous on est dans un pôle où il y a de la diabétologie, de l'obésité, donc ça faisait des années que l'éducation thérapeutique était développée dans ces pathologies. On s'est dit que peut-être nous pourrions également, dans les pathologies hypophysaires, essayer d'imaginer, parce que ça n'existait pas, un programme d'éducation thérapeutique. Donc on a créé ce programme qui a reçu l'agrément de l'Agence régionale de santé en décembre 2012. On l'a mis en place au sein du service au bout de quelques mois.
en mai 2013. Donc, on a fait connaître ce programme, et donc c'est les médecins des centres de référence, des centres de compétences, les endocrinologues libéraux, qui ont commencé à nous adresser des patients. On a choisi de proposer ce programme au moment de la consultation d'annonce de la pathologie hypophysaire, donc les nouveaux patients, mais on avait également des patients qui, du coup, ne bénéficieraient pas de ce programme, puisque le diagnostic était plus ancien. Donc on a choisi également, lorsque le praticien ou bien le patient était en demande, ou bien lorsqu'on était dans des phases un petit peu aiguës, où les patients étaient obligés d'être hospitalisés pour leur pathologie, de leur proposer également ce programme. Donc, ce programme, il y a un diagnostic éducatif, comme dans tout programme d'éducation thérapeutique, qui permet de cibler les besoins et les désirs du patient dans sa pathologie rare. On fait une synthèse à la suite de ça. Il y a 8 ateliers au choix va choisir un certain nombre d'ateliers parmi 8. On lui en propose 8. C'est un programme qui est réalisé en ambulatoire, et on conclut ce programme avec un entretien qui permet aux patients de faire le point et derrière d'ouvrir sur d'éventuels autres ateliers s'ils désirent approfondir ses connaissances et ses acquis. Donc ces ateliers sont au nombre de 8. Que je vous ai mis, là, je vous ai mis simplement les titres pour vous montrer que c'est assez diversifié. Ça va du vécu de la maladie au quotidien jusqu'à la gestion de l'alimentation, du traitement, les déficits, comment gérer le déficit corticotrope qui peut nécessiter en situation d'urgence une injection sous-cutanée avec l'éducation au geste. Alors on parle également dans un atelier de sexualité et fertilité, thèmes qui ne sont pas forcément abordés au quotidien et en consultation. Conséquences des traitements avec la projection dans l'avenir et comment agir sur les complications métaboliques et osseuses. Voilà, donc c'est un large panel qu'on propose aux patients lors du diagnostic éducatif. Alors, plus spécifiquement dans les maladies rares, puisque c'est ici la question, qu'est-ce qui nous semblait important lorsqu'on a mis en place ce programme? Donc tout d'abord, il nous semblait essentiel que le patient et leurs proches, les patients et leurs proches soient autonomes dans leur pathologie, puisque les pathologies hypophysaires, comme toutes les pathologies rares, sont mal connues, que ce soit des praticiens qui peuvent suivre au quotidien les patients. Les médecins généralistes ne connaissent pas toutes les pathologies rares par définition, et également de leur entourage. Il nous semblait essentiel, avant de mettre en place ce programme, et lors de la mise en place, d'impliquer les patients eux-mêmes et les associations de patients. Donc, comme vous avez vu, on travaille en collaboration depuis des années avec un certain nombre d'associations de patients. Donc, tout leur a été transmis. On a fait des réunions en amont pour créer ce programme et pour élaborer les différents ateliers. Ce qui nous a permis aussi, nous, de cibler les réels besoins. Parce que nous, on part avec des idées en se disant, bah voilà, nos patients, ils vont avoir besoin de ça, ça, ça. Puis finalement, en discutant avec les représentants d'associations de patients qui ont, eux, mis des annonces sur leur site pour recueillir les besoins de leurs propres adhérents, que finalement, il nous manquait peut-être 1 ou 2 ateliers qui n'étaient pas, ou certains thèmes qui n'étaient pas traités dans les ateliers qu'on avait proposés. Alors ça, simplement pour vous montrer qu'effectivement, les intervenants qui sont déclarés à l'Agence régionale de santé, on a un certain nombre de médecins, un certain nombre d'infirmières, une diététicienne, une psychologue, mais surtout les associations de patients qui ont aidé et ont collaboré à la mise en place de ce programme. Alors, l'importance des proches. Donc ça, on se posait la question initialement, on en a parlé avec nos adhérents, enfin les adhérents des associations, avec nos patients, et il leur semblait indispensable que leurs proches puissent participer. Alors, pour plusieurs raisons, parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a des handicaps cachés, entre guillemets. Il y a des patients, on a l'impression qu'ils vont très très bien dans les pathologies hypophysaires, mais en fait, ils prennent un certain nombre de traitements qu'il faut qu'ils adaptent au quotidien. Puis, finalement, le proche va voir le petit décrochage, le petit détail qui va faire que finalement, il ne va pas si bien que ça et que ça vaudrait le coup de pouvoir l'aider, lui proposer d'augmenter son traitement, ou bien éventuellement de faire une injection. Donc, les proches étaient vraiment quelque chose d'essentiel, des gens essentiels à sensibiliser et à informer sur la maladie de leurs conjoints ou proches. Ils ont également un rôle extrêmement important dans l'image de soi du patient. Et ça nous semblait important qu'ils soient informés de la maladie et puis qu'ils puissent aider à expliquer la maladie à l'entourage, être un réel support. Les points importants également, c'est que on est sur une maladie rare et c'est pas facile de faire connaître un programme sur une maladie rare et avoir suffisamment de patients. Hein, on va faire dans le concret, je fais dans le concret, c'est-à-dire qu'il faut quand même des patients pour faire des ateliers et on va pas faire par définition des ateliers. Là, c'était des ateliers collectifs, il fallait un certain nombre de patients. Donc il fallait qu'on puisse diffuser le programme pour nous dans un but de recrutement et puis aussi pour que les patients puissent être informés. On a un site au sein du centre de référence sur lequel on a mis l'ensemble des documents, sur lequel on a fait connaître le programme. Là, je vous l'ai mis là.
La com de la PHM nous a aidé à faire un petit film pour faire connaître le programme, d'accord, qui est sur YouTube, donc les patients peuvent y avoir accès. Quand ils tapent hypophyse sur Internet, ils peuvent trouver, comme on le disait tout à l'heure, ce type de renseignements. Et puis derrière, il nous semblait important que les outils soient à disposition des patients et également les évaluations. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais tous les rapports qu'on envoie à l'ARS, il nous semblait important que les patients, les gens qui en bénéficiaient, puissent avoir accès à ces informations et au nombre de patients et aux données que nous, on rend à l'ARS annuellement et tous les 4 ans, puisqu'il y a une évaluation quadriennale. Il nous semblait aussi important que le programme puisse être diffusé au sein de la filière FIRANDO, on en parlait tout à l'heure, qui est la filière maladie rare endocrinienne, également au sein des sites constitutifs et des centres de compétences. Alors, la Société française d'endocrino a, en parallèle de ça, enfin en parallèle et avec nous, créé un programme national, donc qui nous permet de diffuser. Alors, les difficultés rencontrées, je n'ai plus que 2 minutes, ça suffira. Alors, la difficulté qu'on a rencontrée, je vous le disais, le recrutement et la mise en place, comme dans tout programme d'éducation thérapeutique, mais particulièrement quand on parle de maladies rares. Donc, on s'est reposé sur les associations de patients. On a une mailing list de nos patients via les réunions de patients qu'on a utilisées pour faire connaître ce programme. Les médecins, les libéraux au moins de PACA, dont on a également les mails. On a fait des posters, on a communiqué sur le programme au sein de la filière et au sein de journées nationales. La difficulté principale qu'on rencontre, mais je pense que c'est dans tout programme d'éducation thérapeutique, mais particulièrement dans la maladie rare, c'est l'organisation des ateliers. C'est-à-dire qu'on doit convoquer à peu près 40 patients pour avoir entre 2 et 8 patients par atelier. Donc comme on est dans une maladie rare et que tous les ans, on a une file active de 40 à 50 patients qu'on inclut dans un programme, c'est plutôt compliqué. Donc on a essayé de trouver des petits trucs, des mails, des rappels de mails. Bientôt, on va avoir les rappels SMS, on espère, parce que bon, pour l'instant, c'est pas encore mis en place. Des petits rappels, comme je vous ai mis là, c'est des petites choses qu'on a construites, qu'on met dans les dossiers patients, etc. Et la dernière difficulté, alors c'est plus une difficulté un peu générale, c'est-à-dire qu'on n'avait pas trop l'habitude de travailler avec les représentants de nos associations de patients. Donc il a fallu que chacun trouve sa place, notamment les patients experts au sein des ateliers. Ça nous a semblé essentiel, mais ça y est, je pense que cette difficulté a été dépassée. Alors les perspectives, on espère améliorer le recrutement, comme je vous le disais, via la filière, via la Société française d'endocrinologie. Alors on pense que peut-être, vous savez, il y a des plans nationaux de diagnostic et de soins qui, notamment dans les maladies rares, sont réalisés par des centres experts. Et notre idée, c'est dans les pathologies hypophysaires, notamment l'acromégalie, dont je vous parlais tout à l'heure, d'inclure l'éducation thérapeutique au sein de ce plan national de diagnostic et de soins. Voilà. Et enfin, donc les perspectives, c'est de développer et partager les outils de prise en charge au sein de la filière et du réseau, nos outils éducatifs, le programme d'éducation thérapeutique, notamment grâce aux différents sites, que ce soit des centres de référence ou bien de la filière, comme je vous l'ai présenté juste avant. Voilà. Et donc d'avoir une réflexion commune et partagée. Pour les maladies rares, je pense que ce sera un vrai atout. Et je vous remercie de votre attention et de tous les gens du centre de référence qui participent à ce programme. Merci. Merci de nous avoir présenté 3 projets qui étaient expérimentaux ou innovants sur le territoire régional. Et l'idée de cette présentation, c'était vraiment de pouvoir valoriser ce qui pouvait se faire en local et pouvoir inspirer, éventuellement transférer à d'autres maladies rares ce que certaines personnes avaient mis en place. C'est absolument pas exhaustif, en tout cas, mais voilà, c'est des petits focus.